fait drôle de me retrouver sur cette scène aujourd'hui. Et parce que j'ai la chance ou la malchance d'avoir dans ma famille, et comme je l'ai dit dans la campagne Découvreurs d'espoir 2018, j'ai les 3 pathologies gagnantes dans mon entourage proche. J'ai Parkinson, sclérose en plaques et Alzheimer. Et n'étant que moi-même, si j'ose dire, c'est-à-dire je ne suis pas chercheur ni médecin, j'ai dit comment je peux aider ces gens qui souffrent juste à côté de moi. Et ma popularité s'installant de plus en plus, je me suis dit si je peux utiliser ma voix, c'est-à-dire ma popularité pour faire parler de ces maladies, pourquoi pas trouver ma place de cette façon-là. Donc je citerai Molière qui disait l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Il avait bien raison déjà à l'époque, au XVIIe. Donc quand sans argent on ne peut pas faire avancer la recherche, donc il a fallu faire cette campagne. Et j'ai demandé, quand je me suis engagé, à mieux comprendre, à mieux découvrir le lieu, l'ICM. Donc le professeur Gérard Saillant me l'a fait visiter avec toute son équipe. J'ai rencontré plusieurs des chercheurs qui vont intervenir aujourd'hui. Et ça m'a passionné. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'idée architecturale du lieu de pouvoir, dans un seul et même lieu, mettre des chercheurs, les malades, des entreprises, qu'on ne se dise pas, tiens, c'est cette question à laquelle je réfléchis depuis des années, j'ai enfin trouvé un élément de réponse dans une publication scientifique aux États-Unis, alors que ça fait 2 ans que je réfléchis à ça, que je cherche des solutions. Là, il suffit de monter un escalier ou de prendre un ascenseur pour aller discuter avec les autres. Et c'est tout à fait comparable à la vie d'un spectacle, d'une pièce ou d'un film. C'est la mise en commun des énergies, des bonnes énergies au bon moment qui font qu'un spectacle, un film, une pièce de théâtre seront réussies. Là, c'est exactement comparable à ce qui se passe dans le domaine artistique. Quand les bonnes personnes sont au bon endroit et au bon moment, ça marche, quoi. Donc c'est ce qui me touche beaucoup ici. Et c'est la mise en commun des savoirs et des humanités, quoi, des gens. Donc c'est une réussite assez extraordinaire, et le lieu et les gens ici, ça m'a beaucoup touché, beaucoup passionné. Je me suis dit, il faudra absolument que tout le monde puisse visiter l'ICM. Donc voilà, je en parlerai de plus en plus. Donc je voulais dire qu'aussi les dons par rapport aux campagnes précédentes ont augmenté, et le nombre de donateurs a augmenté aussi, ce qui est inédit en 2018, là où toutes les œuvres caritatives en général ont connu une baisse des dons. Là, au contraire, il y a quelque chose qui a augmenté, donc c'est tant mieux. Mais aussi de dire que ce qui m'a touché aussi et frappé, c'est qu'une découverte sur une pathologie peut servir de façon totalement inattendue à soigner une autre, à faire des découvertes sur une autre pathologie. Donc la mise en commun à nouveau des savoirs et des compétences est très importante. Donc c'est bien d'avoir donné cette année, l'année dernière, mais je compte sur vous pour l'année prochaine. Donc ne lâchez rien, et bonne journée. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Juste pour me présenter, moi je suis Albin Goder, donc c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde avec nos 3 chercheurs qui ont accepté de venir pour parler de leurs travaux, parler de leur espoir aussi dans le domaine de la recherche. Et surtout, on laissera du temps pour pouvoir échanger avec vous. L'important, c'est que vous puissiez aussi les interroger directement. Je vais vous présenter très, très rapidement, puis après, on fera un tour de table pour que vous nous expliquiez un peu plus ce sur quoi vous travaillez, sur les projets en tout cas qui vous ont été présentés à l'occasion de la campagne Découvreurs d'espoir. Alors, à ma gauche, donc, Stéphane Eppelbaum, qui est neurologue ici à la Pitié-Salpêtrière, qui est un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer, et on en parlera. Ensuite, c'est Violeta Zuzovic, qui est donc chercheuse INSERM et chef d'équipe ici à l'ICM. Chef d'équipe, là je prends mes notes parce que c'est parfois un peu compliqué, les noms des équipes de recherche ici. Donc Violeta co-dirige l'équipe approche moléculaire et cellulaire de la réparation myélénique ici à l'ICM. Et enfin, Fabrizio. Alors Fabrizio est un ingénieur issu de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. On en parlera peut-être un peu aussi. Et chercheur ici, spécialiste des systèmes complexes et plus particulièrement des réseaux biologiques.
Vous me corrigerez après hein, si j'ai fait quelques erreurs dans vos présentations. Je vais commencer avec Stéphane. Donc Stéphane, je vous l'ai dit, vous êtes un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est une maladie que malheureusement on connaît, ou on pense en tout cas connaître trop bien. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est où en est la recherche sur cette maladie aujourd'hui, et est-ce qu'on connaît mieux les facteurs déclenchants de cette pathologie ? Alors, ce qu'il faut dire concernant la recherche autour de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle avance, à mon avis, relativement vite. Alors, jamais assez vite à l'échelle d'une personne, et encore moins d'une personne malade, mais c'est vrai que ces 2-3 dernières décennies ont vu de réelles avancées en termes de recherche, des avancées très concrètes. Donc on connaît déjà bien les lésions dans le cerveau qui se retrouvent lorsqu'une personne présente des symptômes de cette maladie. Ça, on connaît bien ces lésions. Elles sont au nombre de 2. Il y a d'une part ce qu'on appelle des plaques séniles et d'autre part ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires qui sont composées de la protéine Tau. Et en ce qui concerne les origines plus antérieures à l'apparition de ces lésions de la maladie, on commence à en connaître certaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui est hautement multifactorielle, et donc il n'y a pas une cause unique qui va occasionner cette maladie, du moins dans l'immense majorité des cas, puisqu'il y a un tout petit pourcentage de cas où il y a une mutation d'un gène qui va occasionner la maladie à 100%, mais dans la plupart des cas, dans les 99 autres pourcents, eh bien, c'est une multitude de causes qui s'additionnent entre elles pour générer cette maladie, avec des facteurs de prédisposition innés génétiques, mais qui ne sont pas des facteurs causaux, c'est-à-dire le fait d'avoir ces prédispositions ne conditionne pas la survenue obligatoire d'une maladie d'Alzheimer. Et puis il y a des facteurs de vie, des facteurs environnementaux, comme on les appelle, qui remontent probablement jusqu'à la petite enfance, hein, c'est-à-dire c'est des facteurs qui s'installent tout au long de la vie, probablement alimentaire, d'hygiène de vie, le fait de faire du sport, le fait d'avoir une éducation plus ou moins poussée, également ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça ce sont des facteurs qui peuvent aggraver une maladie d'Alzheimer ou peut-être faciliter sa survenue. Et puis enfin, il peut y avoir des facteurs aussi de type exogène, par exemple le sommeil, qui est un facteur probablement assez important lorsqu'il est perturbé de façon très chronique, encore une fois, hein, sur plusieurs années, voire dizaines d'années, pour occasionner une maladie d'Alzheimer. D'accord. D'ailleurs, je lisais un article ce matin, je crois que c'était dans le Monde, qui montrait que les Français avaient encore perdu le temps moyen de sommeil des Français avait encore diminué sur les dernières années. Donc voilà, il faut bien dormir si j'ai bien compris. Alors, donc là, c'est pour effectivement la connaissance de ce qu'on a de la maladie et des facteurs causaux, en tout cas, qui prédisposent à la maladie. Mais alors, justement, sur la recherche médicale, la lutte contre cette pathologie, on thérapeutique, en est où ? La recherche de médicaments ou de solutions pour guérir cette maladie. Alors là aussi, je pense qu'on est en train d'avancer. Si vous voulez, ça fait 20 ans qu'il y a des essais. Il y a eu un peu plus de 400 essais à l'international qui ont été menés contre cette maladie, des essais thérapeutiques hein, de nouveaux médicaments qui ont échoué. La dernière molécule à être mise sur le marché contre la maladie d'Alzheimer en France, c'est 2002. Hein. C'est une molécule qui s'appelle la mémantine. Il y en a 4 qui sont autorisées à être prescrites contre la maladie d'Alzheimer. Et ces 4 médicaments ont d'ailleurs été déremboursés le 1er août dernier. Donc on pourra en reparler, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la recherche. En ce qui concerne la recherche, ces 400 dernières études ont échoué. Ceci étant, ces échecs ne sont pas sans une certaine valeur pour l'amélioration des connaissances que l'on a de la maladie et également pour le raffinement des essais qui sont en cours. Et il y a d'ailleurs des essais actuels qui sont, à mon avis, assez prometteurs, en tout cas pour lesquels on a des données préliminaires, c'est-à-dire des essais de plus petite envergure qui ont été menés préalablement aux essais de grande envergure actuels, qui montraient des résultats encourageants. Et ça, ce sont pour les grands essais à l'international, auxquels notre centre participe, bien évidemment, mais il y a également des efforts plus locaux, peut-être plus innovants, qui sont également porteurs d'espoir. On peut en parler, évidemment. Ben oui, justement, je crois que vous
Vous dirigez une étude en collaboration avec une start-up qui est incubée ici à l'ICM. Vous savez peut-être, a priori, je pense que vous le savez, mais au 2e étage de l'ICM, il y a un incubateur de start-up qui travaille donc sur des applications liées aux maladies du système nerveux. Donc là, en l'occurrence, c'est une start-up qui s'appelle Cartera, qui est dirigée par le professeur Alexandre Carpentier, et avec laquelle vous développez une innovation thérapeutique très, très originale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, c'est un essai qui s'appelle Boreal 1. Boreal, ça veut dire ouverture de barrières hémato-encéphaliques par ultrason dans la maladie d'Alzheimer. Alors en anglais c'est autrement, donc c'est pour ça que c'est Boreal, l'acronyme. Et donc c'est un petit peu étrange de penser que des ultrasons peuvent avoir un impact positif dans la maladie d'Alzheimer, mais là on touche du doigt vraiment la spécificité de l'ICM, et effectivement cette multiplicité des compétences et le tout regroupé dans une unité de lieu. Et donc, on a la chance de travailler avec cette start-up Cartera, avec le professeur Alexandre Carpentier, qui est le chef de service du service de neurochirurgie et qui a développé cette application d'utilisation des ultrasons thérapeutiques dans le domaine des tumeurs cérébrales. Et puis, en faisant la littérature, on s'est aperçu que les ultrasons pouvaient avoir aussi un intérêt dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a eu ce rapprochement qui s'est effectué entre nos deux équipes. Notre équipe très focalisée sur la prise en charge et le traitement des malades atteints d'Alzheimer, et son équipe qui est focalisée dans l'innovation thérapeutique avec la mise au point de ce petit dispositif qui s'appelle SonoCloud et qui peut envoyer des ultrasons à but thérapeutique. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? L'idée, c'est d'implanter un petit dispositif qui ressemble à une pastille d'1 centimètre de diamètre dans la voûte crânienne directement. Alors je vous rassure, c'est pas une opération très douloureuse ni très agressive, ça prend environ un quart d'heure à se mettre en place sous anesthésie locale et en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que les patients viennent et s'en vont dans la matinée. Et c'est moins invasif, je pense, qu'un acte de dentisterie un peu compliqué. Donc c'est comme ça que je l'explique aux patients. Et pour le moment, on a eu vraiment aucun problème. Et les patients qui étaient atteints de tumeurs cérébrales préalablement n'ont pas été non plus dérangés par la mise en place de ce petit dispositif. Et donc une fois que ce dispositif est en place, on a la possibilité de l'activer avec un connecteur qui est directement relié à un générateur. Le générateur envoie de l'électricité qui est relié au petit dispositif SonoCloud dans la voûte crânienne, et ce petit dispositif a la propension de transformer l'électricité en ultrasons. Et ensuite, ces ultrasons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont faire vibrer des microbules que l'on injecte dans la circulation sanguine concomitamment à l'activation du dispositif. Et donc, les microbules de gaz, qui est un gaz inerte, qui ne fait rien habituellement, et qu'on utilise en échographie pour faire du Doppler en particulier. Et donc, ces microbules vont vibrer, et ça va avoir la possibilité d'ouvrir une barrière, qui est une espèce de membrane que nous avons tous, et qui protège le cerveau du reste de l'organisme en le séparant de la circulation sanguine. Vous avez donc cette barrière qui s'appelle hémato-encéphalique, hémato le sang, encéphalique le cerveau, et donc cette barrière elle est normalement infranchissable, et ça peut être une des raisons pour lesquelles les essais thérapeutiques précédents ont échoué, parce que les molécules que l'on donnait, que l'on injectait, ne parvenaient pas jusqu'à leur cible à l'intérieur du cerveau. Pour le moment, on essaye cette procédure simplement, sans médicaments, d'une part pour tester sa tolérance chez des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, et ça semble être bon, et d'autre part parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait cette ouverture de barrières de façon répétée à des animaux qui reproduisent les lésions de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle les modèles murins de maladie d'Alzheimer, eh bien la simple ouverture répétée de cette barrière permettait l'évacuation des plaques amyloïdes et de la protéine tau, donc les dégénérescences neurofibrillaires. Donc on pense que la simple ouverture par ultrason de cette barrière peut avoir, en plus de laisser passer des molécules, ce qu'on testera dans un deuxième temps, peut avoir en soi un effet bénéfique. Donc là, si je comprends bien, vous essayez de vidanger, entre guillemets, le cerveau de ces fameuses plaques amyloïdes qui oui, sont provoquées par la maladie. Tout à fait. Alors les anglophones ont un beau aphorisme pour ça. Ils parlent du sink effect. Sink, c'est l'évier, donc c'est l'effet lavabo en fait. On ouvre la bonde du lavabo. Faut s'imaginer que le cerveau est généralement imperméable au reste de l'organisme. Là, on va disjoindre temporairement ces jonctions serrées
qui maintiennent étanche la barrière hémato-encéphalique. Et le simple fait d'ouvrir cette barrière, alors c'est probablement un peu plus complexe que ça, hein, mais va permettre l'évacuation des toxines de la maladie d'Alzheimer, plaques amyloïdes et dégénérescence neurofibrillaire, qui normalement n'ont pas le moyen, n'ont pas la possibilité de sortir du cerveau. Ça, c'est une première mondiale? C'est une première mondiale, oui, tout à fait. Alors, il y a une autre équipe dans le monde qui travaille sur une approche légèrement similaire, mais avec l'impossibilité, par exemple, de faire des séances répétées d'ultrasons, l'impossibilité d'ouvrir aussi la barrière sur d'aussi gros volumes que nous. Donc, on peut dire que nous sommes dans une première mondiale, tout à fait. Et donc là, cette étude, elle est en cours. Donc vous avez commencé les essais. Et vous, à quelle échéance vous allez tirer les conclusions de cette étude? On veut, pour cette première étude, qui est très préliminaire, il faut bien le dire, inclure 10 patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous en sommes à 4. D'ailleurs, j'ai fait une séance d'ouverture ce matin avant de venir à la conférence. Et nous allons inclure la 5e personne, la 5e participante cet après-midi, puis un 6e qui est prévu, et ensuite il restera 4 personnes à qui proposer cette procédure, ce protocole. Et ensuite, nous analyserons les résultats. Donc probablement à la fin 2019, nous aurons les premiers résultats de cette étude. Et ensuite on a déjà en ligne de mire le fait de faire une étude de suivi qui serait plus cette fois une étude simplement de tolérance sur une dizaine de participants, mais déjà une première étude d'efficacité de la procédure sur un plus grand nombre de participants. Et c'est pour ça qu'on a sollicité, on a répondu à un appel à projet très compétitif qui s'appelle RHU, Recherche Hospitalo-Universitaire, qui regroupe plusieurs équipes autour d'un même projet. Donc à la fois notre équipe à Alexandre Carpentier et à moi, avec Cartera, mais également des équipes plus focalisées sur des nouvelles approches méthodologiques des essais. Par exemple, l'équipe à laquelle nous appartenons, Fabrizio et moi, qui s'appelle Aramis, qui est une équipe d'ingénieurs, de mathématiciens, d'informaticiens qui envisage de nouvelles approches mathématiques de conduire les essais, notamment grâce à des algorithmes qui permettent de tendre vers ce qu'on appelle la médecine de précision, et donc de considérer chaque participant à une étude comme son propre contrôle, donc de bien prendre en compte l'individualité des participants, en se disant qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont la même maladie. Et en faisant cela, ça permet de réduire considérablement le nombre de participants à inclure pour diminuer évidemment la variance, c'est-à-dire la variabilité d'une personne à une autre. Et donc, soit on fait une étude conventionnelle et on a besoin d'un très grand nombre de personnes pour prendre en compte cette variabilité interindividuelle, soit on utilise ces nouvelles approches algorithmiques et on peut espérer qu'en incluant un petit nombre de personnes, eh bien, on aura quand même des résultats significatifs. Et dernier point, dans ce gros programme RHU, on inclut également une partie recherche fondamentale, puisque, encore une fois, au sein de l'ICM, on a la chance d'avoir un écosystème de recherche unique. Et donc, il y a une équipe, l'équipe des professeurs Potier et Haïk, qui s'intéresse de façon moléculaire et cellulaire, et également chez des modèles murins dont je parlais tout à l'heure, à la maladie d'Alzheimer et aux maladies à prions, qui sont des maladies un peu voisines. Et donc avec Benoît Delatour, qui est un des chercheurs de cette équipe, et dans laquelle j'ai fait d'ailleurs ma thèse de sciences, eh bien on va modéliser l'effet combiné de cette ouverture de barrière et de traitements innovants qu'on proposerait aux animaux pour voir si on arrive à potentialiser l'effet de ces médicaments. Je pense qu'il y a une question, à mon avis, que beaucoup de gens se posent ici, c'est quand est-ce que vous pensez que les études, les expériences que vous êtes en train de mener aujourd'hui trouveront une application thérapeutique, j'ai envie de dire généralisée, pour les patients? Alors, c'est pas tout de suite, malheureusement, hein. Ce qui peut arriver relativement vite, c'est des traitements plus efficaces que les 4 dont je parlais qui viennent d'être remboursés. Ça peut arriver relativement vite. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans qu'il y a des études sur le sujet, qui ont échoué, mais qui ont permis d'affiner les études en cours. Et là, on peut espérer, peut-être même à l'horizon 2020,
avoir des nouvelles positives. Voilà, donc c'est un espoir, évidemment. Hein. On est dans la campagne Découvreur d'espoir, donc on est bien dedans. Mais j'espère que ça va se concrétiser. En ce qui concerne les ultrasons thérapeutiques, il faudra bien sûr attendre un petit peu plus. Il faut bien se rendre compte que des recherches de ce type-là, c'est des années de travail. En fait, c'est comme bâtir un édifice, hein. Ça ne se fait pas en quelques minutes. Et c'est vraiment très chronophage, très coûteux également. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous remercier de votre investissement et de nous accompagner dans cette démarche. Voilà. J'ai juste une dernière question et après je passerai la parole à Fabrizio. J'ai cru comprendre qu'un des enjeux aussi de la maladie d'Alzheimer, c'était de pouvoir la détecter, ou en tout cas la diagnostiquer de manière très précoce. Et que souvent, aujourd'hui, en fait, les personnes atteintes de cette maladie arrivent, je ne vais pas dire trop tard, mais arrivent sont à un stade avancé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Trop tard de notre point de vue et de leur point de vue à elles aussi, parce que c'est vrai que ce qui est terrible avec cette maladie, c'est que quand on se rend compte soi-même que quelque chose ne va pas, eh bien, en général, on ne détecte rien avec les méthodes conventionnelles. Et quand la maladie avance, on se rend de moins en moins compte que les choses ne vont pas bien. Et ce sont les proches qui commencent à s'en rendre compte. Mais à ce moment-là, les proches et les médecins traitants ont souvent tendance à penser qu'il s'agit d'une dépression, ou alors ça peut être lié à tout un tas d'autres choses qu'à la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, on ne veut pas penser à cette maladie en premier, parce que c'est une maladie qui fait très peur, et ça se comprend. Et donc les patients arrivent à nos consultations en général alors que la maladie est déjà bien installée. Or, on a dès aujourd'hui, on a des moyens de diagnostiquer cette maladie à des stades précoces de son développement, d'une part avec des moyens d'imagerie un peu sophistiqués, que l'on fait encore surtout en recherche, mais également avec, par exemple, une ponction lombaire qui permet d'analyser les marqueurs vraiment physiopathologiques, les marqueurs spécifiques de cette maladie, en particulier l'amyloïde qu'on retrouve dans les plaques séniles et la protéine Tau qu'on retrouve dans les dégénérescences neurofibrillaires. Et donc ces ponctions lombaires, évidemment, il ne s'agit pas de les faire en dépistage à toute la population de plus de 65 ans, parce que ça serait difficile à organiser, et puis surtout, il faudrait pouvoir leur proposer des choses. Mais une alternative, ça serait peut-être de trouver une solution de dépistage complètement indolore et très facile à mettre en place chez tout un chacun, en population générale. Et ça, on y travaille aussi, notamment en lien avec une autre start-up, encore une, qui est incubée à l'ICM, qui s'appelle la start-up Genius, qui est dirigée par Pierre Foulon, et qui est une start-up qui travaille sur des outils Internet. Alors, en particulier des serious games, des jeux thérapeutiques qui peuvent être utilisés pour rééduquer des patients atteints de maladies neurologiques. Mais avec cette start-up, on travaille également à un outil de dépistage qu'on appelle l'outil santé-cerveau et qui est en phase de prototypage à l'heure actuelle. Et c'est un outil qui permettrait, par le biais de questionnaires de santé orientés sur les maladies neurologiques sur lesquelles on travaille, et la maladie d'Alzheimer en particulier, et par le biais également de tests que l'on propose aux patients sur Internet, de, on va dire, stratifier les personnes qui se plaignent de leur mémoire selon le risque qu'elles pourraient avoir d'avoir une authentique maladie d'Alzheimer, ou de ne pas du tout avoir de maladie, et à ce moment-là, le suivi pourrait s'effectuer depuis chez elles grâce à cet outil santé-cerveau. Très bien, merci. Merci Stéphane. On reviendra, on pourrait échanger avec lui après. Alors Fabrizio, je le disais au début, vous êtes de formation ingénieur à l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et ce que disait d'ailleurs Stéphane, c'est que vous travaillez au sein d'une équipe qui est essentiellement, pas que, parce que Stéphane en fait partie, mais composée de mathématiciens, d'ingénieurs, de statisticiens, etc. C'est vrai que souvent on a tendance à penser qu'à l'ICM on va trouver des neurologues, évidemment, des neurobiologistes, des psychiatres. Alors, la première question, c'est comment un ingénieur comme vous en vient à travailler, à poursuivre ses travaux de recherche à l'ICM, et peut-être d'ailleurs aussi, qu'est-ce que c'est que l'INRIA ? Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ici l'INRIA. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes.
Donc l'INRIA, c'est effectivement un institut de recherche type le CNRS, peut-être il est un peu plus connu, le CNRS, mais il y a une base de mathématiques appliquées. Donc il faut vraiment, lorsque le CNRS peut étudier aussi des sujets plus liés à la philosophie, par exemple, là c'est vraiment une base de mathématiques appliquées à différentes disciplines. Donc même sur des données plutôt techniques ou de l'environnement ou la santé aussi. Donc, ça, c'est l'INRIA. Et pour quelles raisons un ingénieur ou un mathématicien décide de rejoindre un institut comme l'ICM? Disons qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que d'un côté, il y a une raison plutôt générationnelle. Je pense que notre génération, on vit, disons, des avancements technologiques et disons, des défis sociétaux qui nous font comprendre que pour étudier, disons, même une problématique spécifiquement santé, spécifiquement biologique, on ne peut plus utiliser des moyens standards, des moyens techniques comme on faisait, je sais pas, il y a 20 ans ou il y a une dizaine d'années par exemple. Si on prend en compte disons, le prix Nobel de la médecine, Ramón y Cajal, bon, il était un super scientifique, mais à l'époque, il travaillait chez lui tout seul dans son laboratoire, dans son coin, avec un microscope, il n'interagit avec personne. Aujourd'hui, la santé, c'est plus comme ça. On a besoin d'interagir, on a besoin d'intégrer différents types de compétences, et c'est un peu ça la motivation que j'avais, disons, j'avais le sentiment que c'était ça où il fallait aller. Au début, par exemple, quand j'ai commencé mes études, je n'étais pas convaincu de si faire des études en médecine ou en biologie. Et finalement, je me suis dit, peut-être ingénierie, c'est quelque chose qui va me permettre dans le futur d'intégrer ou d'aider des médecins pour mieux résoudre les questions scientifiques qui sont à la base. D'accord. Alors justement, vous conduisez un projet de recherche qui s'appelle le projet Attaque AVC. Alors vous le conduisez en lien avec une neurologue, le docteur Charlotte Rousseau, spécialiste des AVC. Avant de nous expliquer ce qu'est ce projet de recherche, est-ce que vous pouvez juste... Alors je pense pareil, les AVC c'est quelque chose que malheureusement, tout le monde en a entendu parler, peut-être autour de vous, des personnes ont été touchées, mais juste nous rappeler ce qu'est un AVC et quelles sont les conséquences d'un AVC sur un individu qui en est victime. De façon très, très simple, on parle d'un AVC quand il y a un manque de flux sanguin dans une région du cerveau. Donc, cette manque de flux sanguin entame la mort cellulaire des neurones et donc la perte des fonctionnalités qui étaient associées à cette région spécifique du cerveau. Les effets plus connus sont la paralysie, par exemple, du côté qui est contralatérale à l'hémisphère qui est touché. Donc il y a une lésion qui arrive dans ces côtés du cerveau et toute la partie gauche de votre corps est paralysée. Donc ça, c'est, disons, les effets les plus connus pour les patients qui sont atteints d'un AVC. Après, dans les projets AVC, dans les projets ATTAC, excusez-moi, c'est qu'on veut étudier, l'objectif principal, c'est de voir comment les autres régions qui sont autour de la région qui a été lésionnée vont prendre les relais de cette région qui a perdu sa fonctionnalité. Donc, pour faire un parallèle, c'est comme si vous êtes dans une entreprise, on travaille tous ensemble, chacun a son rôle. À un moment donné, quelqu'un part parce qu'il a trouvé un autre boulet. Donc il faut que les autres gens se réorganisent pour prendre les relais sur le job ou la tâche qui faisait la personne qui vient de partir. Donc ça, c'est un parallèle pour vous montrer qu'est-ce qu'essaye de faire le cerveau juste après un AVC. Il essaye de se réorganiser, et notamment ce sont les autres régions qui essayent de rétablir des connexions, des interactions pour essayer de pallier à cette manque. Donc l'idée est que dans cette réorganisation cérébrale qui est fondamentale, ensuite pour la récupération motrice réelle de fonctionnalités des patients. Après, il y a certains types de lésions. Bien sûr, il peut y avoir des extensions qui sont plus larges. Ça dépend aussi de la région qui est lésionnée. Et dans les patients, on peut notamment
visualiser, visualiser une récupération qui est plus ou moins importante. Et ça dépend aussi de la taille, comme je disais tout à l'heure, de la lésion. Et alors, donc dans le projet Attaque AVC, donc vous cherchez effectivement à comprendre comment se réorganisent les connexions neuronales. Et concrètement, là, comment se déroule ce projet de recherche? Comment faites-vous concrètement? Donc il y a deux volets originaux dans ces projets. Donc le premier, c'est qu'on va tout d'abord étudier comment les cerveaux se réorganisent. C'est une question de temps. Donc il faut faire un suivi longitudinal de patients. Normalement, juste après un AVC, il y a le premier mois qui sont appelés normalement, c'est la phase aiguë de la reconfiguration du cerveau de patients. C'est une phase très importante. Où on peut notamment voir les premiers symptômes de récupération des patients. Et après, il y a jusqu'à un an, il y a quand même d'autres modifications qui vont s'entamer. Et donc, jusqu'à maintenant, bizarrement, les études n'ont pas considéré de façon explicite cette variabilité temporelle, cette progression, cette trajectoire temporelle. Ils prenaient plutôt des patients qui avaient une lésion, ils avaient étudié des patients qui après juste un mois, et ils les mettaient ensemble dans la cohorte des sujets avec d'autres patients qui avaient juste après un an. Donc, ce qui faisait un peu, ce qui impliquait une sorte de perte dans l'individualité dont vous parlez tout à l'heure de chaque patient. Chaque patient récupère de façons différentes. C'est important de faire le suivi longitudinal du même patient au cours du temps. C'est pour ça qu'on va utiliser des techniques de neuroimagerie, notamment de l'électroencéphalographie, qui permet de repérer l'activité cérébrale dans différentes zones du cerveau au cours du temps. On va notamment prendre en considération 5 points temporels. Donc, il y aura la première séance expérimentale, donc enregistrement d'activité cérébrale après 3 semaines, après un mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Et comme ça, on va constituer on va avoir une sorte de cartographie de comment l'activité du patient évolue au cours du temps, et surtout comment ça est lié à la récupération motrice de chaque individu. Ça, c'est le premier aspect original. Le deuxième, donc moi je suis spécialiste de systèmes complexes, donc je m'intéresse à tout ce qui est connexion et réseau. Donc le cerveau, notamment, c'est un des systèmes, c'est un objet complexe connecté finalement, parce que vous avez des régions différentes qui sont connectées entre elles, soit de façon anatomique, mais aussi de façon fonctionnelle. Il interagit entre elles. Donc c'est comme si vous avez une autoroute. Donc vous avez l'autoroute, c'est les connexions structurelles, anatomiques du cerveau. Mais dans l'autoroute, vous avez aussi le trafic. Donc ça représente, disons, les interactions fonctionnelles. Donc il y a ce double aspect dans les cerveaux. Je suis spécialiste des réseaux complexes en général. Et ce que je vais faire, c'est d'étudier comment les connexions dans les cerveaux vont se réorganiser au cours du temps. Donc je pense vraiment que c'est plutôt une question de connectivité qui va nous permettre de mieux comprendre comment le cerveau se réorganise. Ce n'est pas vraiment une question d'aller voir qu'est-ce qu'il se passe dans chaque région isolée, mais c'est vraiment comment un ensemble de régions interagit entre elles, qui va nous permettre d'avoir peut-être, c'est mon espoir en tout cas, d'avoir des biomarqueurs plus fiables. Et justement, quand vous aurez conduit cette étude, et que vous aurez donc, vous comprendrez mieux la manière donc, dont se réorganisent les connexions au sein du cerveau, quelles seront les applications thérapeutiques possibles pour les patients victimes d'un AVC? Quel est, en fait, là vous conduisez un projet de recherche qui est très fondamental, mais sur quel type de thérapie vont permettre d'émerger de vos travaux? Oui, voilà, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un projet très fondamental dont l'idée c'est mieux comprendre aujourd'hui pour mieux prédire demain. C'est un peu ça l'idée de ces projets. Et
Une fois qu'on aura une idée plus claire de comment le cerveau se réorganise au cours du temps, on pourra utiliser cette information, par exemple, pour informer de nouvelles techniques qui vont permettre d'améliorer la récupération motrice dans ces cas-là, dans ces patients-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a des techniques qui sont plutôt basées sur la sur la kiné, voilà, Oui, kinésithérapie. Et donc, en gros, le patient fait des mouvements passifs du bras qui est paralysé, mais le cerveau ne rentre pas directement dans cette phase de récupération. C'est vraiment des mouvements qui sont faits. Donc, l'idée à la base de ces projets-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir une récupération importante si tout d'abord on ne fait pas jouer le cerveau, on ne met pas le cerveau dans la boucle de la récupération. Donc une fois qu'on aura compris comment le cerveau se réorganise, il faut que aussi le cerveau soit entraîné pour faire sorte qu'il y ait une récupération plus importante. Il y a des techniques qui sont aujourd'hui proposées, mais qui ne sont pas encore appliquées dans la clinique de tous les jours, parce qu'il y a encore des prototypes qui sont en jeu. Le premier, c'est utiliser une sorte l'activité cérébrale comme une sorte de retour pour les patients. Par exemple, il y a des techniques qui sont basées sur des interfaces cerveau-machine, où l'activité cérébrale est traduite par une machine qui détecte quand il y a la volonté du patient de faire le mouvement. Je vous rappelle, le patient est paralysé, donc même s'il souhaite faire un mouvement, il ne peut pas le faire. Par contre, on peut récupérer cette information à partir de l'activité cérébrale. Donc il y aura une machine, un ordinateur extérieur. Il y aura de l'électroencéphalographie, juste pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des électrodes qui sont posées sur l'écran, le scalp du sujet. Il y a des électrodes qui enregistrent l'activité cérébrale et il y a des câbles qui transmettent cette activité cérébrale dans des amplificateurs. Les amplificateurs augmentent l'amplitude de signaux cérébraux et après ils sont envoyés à un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a l'algorithme qui fait la magie, si vous voulez, et essaye de détecter s'il y a une volonté du patient de faire le mouvement. Si c'est bien le cas, alors il y a des techniques, par exemple, qui stimulent les muscles de la main et permettent l'ouverture ou la fermeture de la main. Donc, ça, c'est une première technique qu'on est en train d'étudier aussi, nous, ici à l'ICM. Il y aura d'autres techniques qui sont basées plutôt sur favoriser la régénération, la reconfiguration des connexions du cerveau à partir des techniques de stimulation du cerveau. Notamment, il y a la TMS, c'est une technique de stimulation transcrânienne. Donc, ce sont des impulsions qui sont envoyées dans le cerveau à travers une antenne qui est extérieure. Donc, c'est une antenne de cette dimension, comme la main. Donc, il y a cette antenne qui envoie des impulsions qui traversent le scalp et arrive à toucher une région très focale, très précise du cerveau et déclenche une activité électrique dans l'air qui est visée. Donc, avec cette technique, l'idée, c'est au cours du temps, de favoriser une meilleure plasticité, comme on dit en neurosciences, donc capacité du cerveau de se reconfigurer et régénérer de nouvelles connexions. J'ai juste une question sur ces techniques interface cerveau-machine. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, un ordinateur est capable finalement de lire la pensée d'un patient. Enfin, si je pense, je veux donc fermer mon poignet, enfin ma main, le cerveau est capable de détecter cette pensée. Enfin, oui, le cerveau, pardon, l'ordinateur, pardon. Oui, évidemment. L'ordinateur est capable de lire de détecter cette pensée. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Oui, dit comme ça peut faire peur parce que voilà, la machine ne va pas détecter toutes vos pensées. Et, donc il s'agit de choses très simples. Donc on sait dans la littérature que quand on fait un mouvement, il y a une signature corticale très précise qui se met en place. Cette signature corticale, on peut bien la détecter avec l'électroencéphalographie. Ce qui est
super important et fondamental pour tous ces projets, c'est que même si vous imaginez de faire le mouvement, donc vous ne le faites pas, mais vous l'imaginez, bien votre cerveau génère plus ou moins la même signature corticale. Donc ça ouvre la piste pour c'est un peu la base, le résultat fondamental qui est à la base aux interfaces cerveau-machine. Donc on ne parle pas de détecter tous les pensées possibles, mais dans ces cas-là, simplement l'effet que vous êtes en train de fermer ou de bouger votre main. D'accord. Dernière question avant de passer la parole à Violetta. Donc vous travaillez avec le docteur Charlotte Rousseau, qui elle est neurologue, spécialiste donc, des AVC. Est-ce que c'est facile, vous venez de deux univers différents, vous l'univers ingénierie, mathématiques, et elle l'univers de la médecine. Est-ce que c'est facile de dialoguer ensemble, d'imaginer un projet de recherche tel que vous l'avez fait, lorsque vous avez peut-être deux langages différents, comment vous travaillez avec elle? Oui. Au début, c'est pas facile du tout. Parce que on apprend à se connaître aussi. On a vraiment deux mondes différents. On se connaît. Et parfois, c'est la question du langage est fondamentale. Parfois, on utilise les mêmes termes pour faire référence à des choses complètement différentes. Juste pour vous faire un exemple, quand on parle des réseaux de neurones, donc pour un mathématicien, un réseau de neurones, c'est un algorithme avec des équations comme ça. Pour un médecin, bien sûr, un réseau de neurones, c'est le cerveau. Et donc, quand on se met autour de la table, on commence à discuter, et donc il y a parfois au début des problèmes parce qu'on ne s'entend pas. C'est quelque chose qui, de toute façon, pour moi, c'est très enrichissant parce que dans ce phénomène c'est un phénomène d'apprentissage où nous apprenons aussi, en travaillant avec d'autres collègues, comment résoudre la même problématique. Et il y a sûrement un effort pour fixer un langage qui soit commun avec différentes disciplines. Merci Fabrizio. Violetta, vous êtes donc une spécialiste de la sclérose en plaques. Vous allez aussi nous parler du projet de recherche que vous conduisez, le projet MS Bioprogress. Mais alors un peu la même question que pour vos deux collègues. D'abord, aujourd'hui, la sclérose en plaques, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que ça représente en termes de santé publique? Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette maladie? Alors bonjour à tous, et merci d'être là et de votre soutien tout d'abord. Donc la sclérose en plaques, en quelques chiffres, c'est 100 000 patients en France. Il faut savoir que c'est une maladie qui atteint plutôt les jeunes personnes, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans, c'est le début d'âge de la maladie. Deuxième cause de handicap chez le jeune adulte, de ce fait. Et en général, c'est un homme pour 3 femmes. Donc c'est beaucoup plus les femmes qui sont atteintes et les jeunes femmes qui sont en plein début de parcours de vie, de parcours de leur métier ou de leur vie personnelle. Au niveau de la pathologie en elle-même, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, ça veut dire que le système immunitaire va être déréglé. Il va passer la barrière hémato-encéphalique dont vous a parlé Stéphane tout à l'heure et va venir attaquer une composante essentielle du système nerveux qui s'appelle la myéline. Donc en quelques mots, la myéline, c'est comme si vous imaginiez que le système nerveux, c'est un courant électrique. Donc le neurone permet en fait d'avoir un signal électrique du cerveau vers le muscle lorsque vous voulez faire un mouvement. Et la myéline, ça va être cette gaine qui va entourer l'axone et qui va permettre une conduction très efficace de l'influx nerveux. Donc il faut imaginer que chez les patients qui ont la sclérose en plaques, lorsque cette myéline est perdue, il va y avoir un ralentissement de la transmission nerveuse qui peut aboutir à long terme soit à la perte axonale, mais aussi à l'apparition des handicaps. Est-ce qu'on sait, quels sont les facteurs déclencheurs de cette pathologie? Alors pareil que pour la maladie d'Alzheimer, ce qu'évoquait Stéphane, c'est que c'est des maladies à prédisposition génétique, c'est-à-dire, encore une fois, ces prédispositions sont présentes chez tout le monde, chez nous, mais le fait qu'on développe la pathologie va être le fait de rencontrer dans l'environnement quelque chose qui va être le déclencheur. Donc beaucoup d'hypothèses en ce moment pour la sclérose en plaques, c'est lorsqu'on a rencontré des virus, lorsqu'on était jeune. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une pathologie qui apparaît à l'âge adulte, mais qu'il faut imaginer qu'elle s'est développée déjà au cours de la jeunesse. D'accord. Et aujourd'hui, les traitements qui existent pour
pour lutter contre cette maladie? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que ça... Alors, il faut savoir que ces 20 dernières années, il y a quand même eu une belle évolution en fait, des traitements qu'on peut proposer aux patients qui ont la sclérose en plaques. Ils se sont principalement basés sur essayer d'inhiber du coup le système immunitaire. Ils se sont dit, bon, comme c'est des cellules immunitaires qui vont venir attaquer cette composante du système nerveux, il va falloir la bloquer. Et maintenant, il existe des médicaments qui permettent de ralentir la progression. C'est vrai que quand les patients arrivent, les cliniciens peuvent leur proposer des immunomodulateurs ou des immunosuppresseurs qui permettent de ralentir vraiment la progression de la maladie, de préserver le plus longtemps possible en fait, le neurone et l'axone qui va être la cible terminale en fait, des attaques immunitaires. Mais c'est quelque chose en fait, qui ne prend pas en compte l'ensemble de la pathologie, c'est-à-dire qu'il y a aussi des phénomènes de réparation pour lesquels donc, on va parler justement ici. Et c'est une des approches que moi je développe dans mon équipe avec 2 autres équipes qui travaillent sur la sclérose en plaques ici à l'ICM, c'est d'essayer de comprendre la réparation. La réparation de la myéline. De la myéline. Voilà. Donc en effet, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement les patients ont été une grande source d'aspiration parce que chez certains patients, il a été observé qu'ils avaient la pathologie, mais qu'ils étaient capables de se réparer par eux-mêmes. Et ça a notamment été possible de voir ça grâce à des collègues ici à l'ICM, donc Benedetta Bodini et Bruno Stankov, qui ont développé un système d'imagerie qui a permis de voir la myéline. Donc ce n'était pas forcément évident au départ, mais de pouvoir visualiser l'apparition, la disparition, puis la réapparition de la myéline. Ça nous a permis de détecter les patients qui ont un fort taux de réparation. Donc on parlait d'individualité tout à l'heure, c'est exactement ça. Un peu sur quoi on s'est basé pour développer MS Bioprogress, c'est de se dire que chaque individu, il a la pathologie, mais sa façon de gérer la pathologie, sa façon de mettre en place ces systèmes de réparation va être plus ou moins efficace. Et donc voilà, on en vient justement au projet. Comment vous le conduisez? Enfin, l'idée, c'est de mieux comprendre pourquoi certains patients réparent mieux leur myéline. Et comment vous faites concrètement pour comprendre? On est parti du départ, c'est-à-dire qu'on a pris des familles où il y avait deux patients atteints, un frère, une sœur, ou une sœur, une sœur. Et on a choisi ces familles spécifiquement parce qu'ils avaient des vitesses de progression qui étaient différentes. Donc un avait une vitesse de progression très lente et l'autre une vitesse de progression très rapide, donc une maladie beaucoup plus agressive. Et on a décidé d'étudier ce qui se passait, quelle était la différence entre les patients qui avaient une récupération qui était plus importante que chez l'autre. Alors, ce qu'on avait décidé d'étudier plus spécifiquement, ce sont les cellules immunitaires. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était les cellules qui venaient attaquer la myéline, qui venaient la détruire. Mais d'un point de vue, ce sont aussi les cellules qui vont venir aider à la réparation et orchestrer la réparation. Comment cela est possible? Parce que ces cellules, notamment les macrophages et les cellules microgliales qu'on a dans notre cerveau, c'est le rôle qu'elles ont normalement. C'est-à-dire que quand elles rencontrent un virus, elles vont venir détruire le virus. Une fois que le virus est parti, elles vont organiser la réparation. Donc c'est un peu la même chose ici, ce qu'on observe dans les patients qui ont la sclérose en plaques. Ce sont des cellules qui vont être activées de manière inappropriée. Donc ça, c'est la disparition de la myéline. Mais chez certains patients, on a observé que les macrophages sont aussi capables de devenir pro-régénérateurs et donc d'organiser la réparation en stimulant les cellules souches, les cellules précurseurs, en leur disant de venir à la lésion et de former de la nouvelle myéline. Donc en gros, ce qu'on prélève, c'est le sang des patients à faible progression et à progression très rapide. On regarde dans leur sang comment leurs macrophages ont une signature particulière. On modélise in vitro, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un macrophage soit de devenir très inflammatoire, soit de devenir régénérateur, et essayer de voir en fait à quel niveau, soit ils sont trop agressifs, soit ils ne sont pas assez régénérateurs, et de voir à quel niveau nous on peut intervenir pour favoriser ces cellules immunitaires à être dans un état régénératif. Donc l'objectif finalement de ce projet, c'est de pouvoir ensuite,
en comprenant mieux la façon pourquoi certains patients réparent mieux leur myéline, c'est de pouvoir ensuite développer des stratégies thérapeutiques qui vont favoriser justement cette régénération auprès des patients qui réparent moins bien, c'est ça? Exactement. Donc c'est vraiment faire de la médecine personnalisée dans le sens où l'immunothérapie marche chez certains patients, mais chez certains c'est pas assez, c'est pas suffisant, et c'est surtout que ça s'attaque pas au problème de la régénération. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste empêcher la progression, on veut proposer une réparation qui peut se faire sur une fenêtre de temps bien particulière, où les axones sont encore là et où on peut reproduire de la nouvelle myéline pour protéger ces axones. Donc l'idée, c'est de leur proposer, chez ces patients qui ont une forme très agressive, d'activer par eux-mêmes leurs cellules immunitaires pour qu'elles sachent en fait quel est le chemin pour devenir régénératrices et elles-mêmes orchestrer la réparation une fois qu'elles seront dans le cerveau. L'étude, elle est en cours, je ne me trompe pas. Elle se prolonge jusqu'à quand et en gros, à partir de quand vous aurez des conclusions que vous estimez valables? Alors, on a jusqu'ici, on en est à 24 patients, donc ça fait 12 familles. On voulait aller jusqu'à 30 familles. Pour l'instant, on a les résultats de leurs macrophages. Donc, on a vraiment vu des différences au niveau des cellules immunitaires, notamment chez les patients qui avaient une forme agressive, leurs cellules immunitaires qui n'arrivaient pas à devenir régénératrices correctement. Et là, on essaie de voir en fait quels sont les réseaux moléculaires à targeter chez ces patients-là, pour faire devenir leurs cellules immunitaires, les faire devenir en fait régénératrices. Et donc pour ce faire, justement, on a une collaboration avec Fabrizio, j'en profite qu'il soit à côté de moi, c'est l'idée aussi qu'on a ici à l'ICM, c'est de se dire, Fabrizio est un spécialiste des réseaux neuronaux, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les réseaux moléculaires, c'est-à-dire que maintenant, une fois que j'ai étudié les 20 000 gènes qui séparent un patient dans la cellule du patient qui répare bien et sur ceux qui ne réparent pas, est-ce que je peux identifier le réseau moléculaire que je pourrais réussir à changer pour qu'il devienne sous une forme régénératrice correcte? Et c'est pour ça qu'on essaie d'appliquer les algorithmes qu'ils ont utilisés pour les réseaux neuronaux dans nos réseaux moléculaires et voir en fait si on peut ou pas, ou s'il faut adapter. Donc c'est là où le dialogue entre nous se fait aussi de manière mieux maintenant. On y arrive beaucoup mieux maintenant. Maintenant qu'on utilise la bonne terminologie, c'est de savoir si on peut orienter les cellules immunitaires vers un état régénératif et quel est le réseau moléculaire qu'il faut toucher pour avoir un effet efficace et un minimum d'effets secondaires. Parce que c'est ça que nous apportent aussi tous ces algorithmes, c'est d'essayer d'être beaucoup plus efficace aussi dans les réseaux moléculaires qu'on veut targeter en évitant tout effet secondaire des molécules qu'on voudrait proposer ensuite. D'accord, merci. Alors, je vais vous poser à tous les trois une dernière question, puis après on va laisser la parole à la salle, qui j'imagine a beaucoup de questions aussi à vous poser. Dernière question, c'est donc, selon vous, quelle est la force du modèle de l'ICM pour conduire vos travaux de recherche? Qu'est-ce que permet l'ICM qui ne serait pas forcément permis ailleurs dans un autre centre de recherche? Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez. Alors, je réponds moi d'abord. C'est exactement je pense qu'on illustre bien, un clinicien, neurobiologiste, bioinformaticien, on illustre bien c'est quoi l'écosystème de l'ICM, c'est-à-dire qu'on puisse dialoguer ensemble, qu'on puisse présenter nos résultats. Moi, ce qui m'apporte le plus, c'est, je travaille sur la sclérose en plaques et le système immunitaire, mais je sais que mes travaux, lorsqu'on discute de la maladie d'Alzheimer, les cellules immunitaires sont très importantes en fait dans l'installation de la chronicité de cette pathologie, et de savoir que ce que je pourrais trouver, ça pourrait servir justement à nettoyer plus facilement le cerveau des patients Alzheimer, ou de pouvoir transmettre ou d'utiliser leurs connaissances pour moi voir ce que je peux aussi utiliser dans la sclérose en plaques. Donc c'est vraiment cette transmission, cette transversalité, et le fait que je peux côtoyer des gens qui m'apportent vraiment quelque chose, une manière différente de penser, même pour moi en tant que biologiste, et d'aborder mes projets de manière différente. Merci. Stéphane? Moi, je suis premièrement tout à fait d'accord avec ce que Violetta vient de dire. On l'a répété plusieurs fois, la multiplicité des profils des chercheurs à l'ICM, c'est une grande force. J'en vois peut-être deux autres. Le fait
qu'on côtoie des startups, moi je trouve que c'est un facteur extrêmement positif, un facteur de dynamisme assez inédit dans ma vision de la recherche. En tout cas, je vois vraiment une grande différence entre l'avant ICM et après ICM, notamment par cette interaction avec des startups qui, certes, ont une vision économique de la recherche, c'est certain. Ils font de la recherche pour le profit, mais pas seulement, bien sûr, parce qu'il y a 36 façons de faire du profit. Et s'intéresser aux neurosciences, c'est quand même une volonté d'améliorer le quotidien des gens, quoi, tout simplement. Donc je pense que cette distinction entre recherche académique et recherche privée, elle est de plus en plus en train de devenir ténue, et le fait de pouvoir avancer ensemble dans la même direction, c'est une grande force. Et finalement, je voulais aussi souligner le rôle qui me semble absolument fondamental de tous les autres partenaires, peut-être un peu moins visibles que les chercheurs purs et durs, mais des personnes telles qu'Albin. Alors après, c'est sans flagornerie excessive, mais c'est vrai que le fait d'avoir un écosystème de soutien, de support à la recherche, donc une cellule en charge du mécénat, une cellule en charge de la communication, une cellule qui nous aide à répondre à des appels à projets qui sont devenus de plus en plus compétitifs, parce que c'est des appels à projets, faut bien le comprendre, nationaux ou internationaux, c'est-à-dire que toutes les équipes au monde peuvent répondre à un appel à projet pour récupérer des fonds pour ensuite travailler sur un projet de recherche. Eh bien, le fait d'avoir des équipes spécialisées pour nous soutenir dans le dépôt de ces appels à projets, c'est crucial, encore une fois, fondamental, et ça n'est possible que parce qu'on est une structure avec une masse critique et avec un certain nombre de personnes qui ont la même motivation de travailler dans un domaine bien particulier, bien spécifique, qui est celui des neurosciences. Voilà. Merci beaucoup. Fabrizio. Peut-être une dernière chose que je peux ajouter. Voilà, moi, je viens de l'Italie, peut-être vous l'avez deviné. Et donc, voilà, dans la recherche, normalement, notamment dans la recherche publique, voilà, les supports sont jamais assez pour le monde des chercheurs. Bon, après, c'est les sentiments moyens d'un chercheur. Il vous dira toujours que voilà, il n'y aura jamais assez de soutien. Et je pense que l'ICM, dans cette situation, c'est un modèle mixte qui permet à la fois d'avoir des chercheurs de la fonction publique comme nous, mais aussi des investissements, des dons qui effectivement nous permet de faire avancer la recherche de façon très efficace. Je trouve ça très important, et il n'y a pas assez, à mon avis, dans le monde des institutions comme ça. Je pense que des modèles comme l'ICM, de toute façon, ça va être le futur, parce que c'est la seule façon de faire avancer et progresser les choses de façon rapide. Bien, alors merci à vous trois. Maintenant, je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir échanger avec les chercheurs. Vous pouvez, voilà, alors, il y a une première question au fond, monsieur. On vous écoute. Monsieur Besançon. Monsieur Effelbaum, je voudrais vous poser une question très simple. La barrière hémato-encéphalique, vous nous l'avez expliqué, est étanche dans les deux sens. Étanche vers l'excrétion et étanche vers la rentrée de médicaments ou de choses plus gênantes comme des toxines microbiennes ou des ions de métaux lourds ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez des fréquences ou des modulations de fréquences qui permettraient de rendre la barrière étanche dans un sens et perméable dans l'autre? Alors non, malheureusement, c'est un phénomène très physique, très simple, c'est juste la disjonction de ce qu'on appelle les jonctions serrées, et donc ça ouvre dans les deux sens cette barrière. Et vous avez raison sur le risque qu'il pourrait y avoir à ouvrir cette barrière, notamment de faire rentrer des microbes, et donc on l'a bien pris en compte, ce risque. On s'assure avant chaque séance d'ultrasons pour ouvrir la barrière que la personne ne présente pas de syndrome infectieux clinique, déjà, ça c'est une première chose. On vérifie également la médication des participants à cette étude pour éviter de faire rentrer des drogues qui pourraient être éventuellement neurotoxiques. Donc il y a beaucoup de précautions qui sont prises pour
s'assurer que ça se fait en toute innocuité, et ça semble être bien le cas jusqu'à présent. Alors cette barrière, elle est là pour une raison, et c'est vrai que, par exemple, dans la sclérose en plaques, c'est l'altération, on va dire, au sens fonctionnel de cette barrière qui va induire la pathologie. Dans la maladie d'Alzheimer, il nous semble que l'imperméabilité de cette barrière hémato-encéphalique est plutôt un facteur néfaste, un facteur délétère au cours de la maladie, qu'un facteur positif. C'est pour ça qu'on se propose de l'ouvrir pour permettre l'évacuation des toxines qui, encore une fois, n'ont pas la possibilité d'être évacuées en temps normal. Il faut quand même préciser que la procédure d'ouverture de barrière, telle que nous l'utilisons, est une procédure qui permet une ouverture temporaire de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion de cette barrière hémato-encéphalique. L'ouverture dure environ 6 heures et ensuite elle se referme et elle revient à un état de base. Encore une petite question, excusez-moi. Votre effet lavabo s'exerce sur l'atto comme la bêta ou sur la bêta monomère, oligomère, polymère? Alors, il semble que ça influe sur l'atto et la bêta. Enfin, en tout cas, encore une fois, on est dans une première mondiale chez l'homme. Donc, c'est difficile de répondre avec beaucoup de données acquises préalablement. On en saura plus dans quelques mois. Ce qu'on peut dire, c'est que chez l'animal, dans les modèles murins de maladie d'Alzheimer, il y a une diminution de la charge amyloïde. Alors c'est plus l'amyloïde agrégé, sous forme de plaques. On ne sait pas quel effet on peut avoir sur l'oligomère ou le monomère, qui sont d'autres espèces en fait d'amyloïde. Bon, on peut peut-être ne pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, on voit une réduction de la densité en plaques amyloïdes chez les animaux traités par ultrasons de façon répétée. Et également, chez d'autres animaux qui surexpriment non pas l'amyloïde mais la protéine tau, on voit une diminution de la protéine tau. Donc c'est une approche qui nous semble particulièrement intéressante parce que, ciblant les deux protéines clés de la maladie d'Alzheimer en une seule procédure, si vous voulez, alors qu'avec les médicaments, on cible souvent soit l'un, soit l'autre des deux toxiques. Oui, bonjour. Une question béotienne, peut-être qui n'est pas en phase avec vos travaux, mais tant que j'ai des spécialistes, je me pose la question. Pour revenir sur la partie Alzheimer aussi, de savoir si, compte tenu effectivement de la capacité aujourd'hui qu'on a à faire des analyses de données énormes sur la partie prophylactique, est-ce que vous menez des études justement sur des cohortes très approfondies et des études de prévention. Voilà. Et en lien justement, alors ma question en deux parties, mais qui sont en lien aussi. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur une publication récente, si j'ai bien compris, par rapport à des bactéries buccales qui amèneraient des taux plus élevés justement de ces protéines qui sont en lien avec le développement de la maladie? Alors, donc il y a plusieurs parties à votre question. Le premier élément de réponse que j'aimerais y apporter, c'est sur la quantité de données. Vous dites on a de plus en plus de données, et donc est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir la maladie? La question, il y a deux questions en fait. Il y a la question de la quantité et la question de la qualité des données. Si vous voulez, la maladie d'Alzheimer, ça reste quand même une maladie qui est assez complexe et pour laquelle on peut avoir différents niveaux de précision diagnostique. On peut dire, ça ressemble à une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie d'Alzheimer probable, juste en discutant avec une personne, enfin pour un neurologue ou pour même un médecin généraliste, et dire, bon, ce patient a une probable maladie d'Alzheimer. Ou on peut aller plus loin et on peut avoir des données de neuroimagerie, des données biologiques, par exemple de ponction lombaire, et avoir un diagnostic plus précis et dire, cette personne a très probablement une maladie d'Alzheimer, ou a quasi certainement une maladie d'Alzheimer. Donc, autant, c'est vrai, il y a pas mal de données qui existent du premier ordre, c'est-à-dire des médecins qui ont porté un diagnostic de maladie d'Alzheimer sur la base de l'entretien qu'ils avaient eu avec le patient. On sait aujourd'hui que quand on fait cette approche-là, on se trompe quand même une fois sur 3. Alors, ça peut paraître acceptable, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire il y a un patient sur 3 qui est diagnostiqué de cette manière-là, qui n'a pas une maladie d'Alzheimer, vraiment, mais qui peut avoir une autre maladie. Alors il peut avoir une fragilisation des petits vaisseaux du cerveau qui est survenue avec l'âge,
Il peut avoir une maladie voisine d'Alzheimer, par exemple une maladie à corps de Lévy. Ça peut être encore toute autre chose, enfin, etc., etc. Mais c'est quand même beaucoup et ça ne permet pas justement de développer des approches de prévention ciblées sur la maladie d'Alzheimer. Alors peut-être plus ciblées sur les troubles cognitifs au sens large. Hein. Mais en tout cas, il y a un vrai effort à faire sur l'augmentation de la qualité des données, qualité et quantité. Et ça, on y travaille, hein, notamment ici à la Salpêtrière, avec par exemple une grande étude de cohorte qui est monocentrique à la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelle la cohorte Insight, et qui regroupe plus de 300 personnes âgées qui ont accepté de participer à cette recherche pendant 5 ans et qui ont eu de très nombreux tests pour évaluer le risque individuel de maladie d'Alzheimer. Et donc cette étude, elle est très importante pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire pour cibler des facteurs de prévention de la maladie d'Alzheimer. Et puis on participe également à des recherches plus internationales, par exemple une étude qui n'est pas très bien nommée parce qu'elle s'appelle EPAD, EPAD. Alors, c'est pas du tout EHPAD comme l'institution, la maison de retraite, mais c'est un acronyme anglais pour European Prevention on Alzheimer's Dementia. Donc, étude européenne de prévention de la démence d'Alzheimer. La démence, c'est la perte d'autonomie liée à la maladie d'Alzheimer, liée au déclin des fonctions intellectuelles. Donc, on participe à cette grande étude européenne menée à l'international. En ce qui concerne les facteurs exogènes, bactériens par exemple, mais également viraux, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur le virus de l'herpès qui pourrait favoriser la survenue d'une maladie d'Alzheimer, ce sont des pistes de recherche aussi qui sont un peu moins investiguées à l'ICM pour le coup, mais qui peuvent être intéressantes aussi. Comme pour la sclérose en plaques, il pourrait y avoir des facteurs infectieux qui, à un moment donné de la vie, je ne dis pas tout le temps au cours de la vie, mais à un moment donné de la vie, ont favorisé l'émergence d'une pathologie qui ensuite s'est installée pendant les dizaines d'années qui ont suivi. C'est une vraie possibilité. Il faut bien se rendre compte que c'est un facteur parmi d'autres, si c'en est un. C'est même pas une certitude, hein, c'est encore en cours de recherche. Et si c'en est un, c'est peut-être un facteur qui rend compte de 1 ou 2% du risque de survenue d'une maladie d'Alzheimer chez un individu. Voyez. Donc ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est tenir compte de l'ensemble du panorama d'études qui sort la concernant, parce qu'il y a des efforts de recherche menés à l'ICM, mais également à l'international, qui sont considérables. Oui, concernant la maladie d'Alzheimer, vous avez mentionné qu'il vous serait probablement possible de la détecter plus tôt dans la vie d'un patient. Alors, ma question est la suivante. Quel est l'intérêt de la détecter plus avant, si, je dis bien si, elle est inéluctable, oui, à moins que vous puissiez retarder les effets de la maladie d'Aloïs. Oui, non, c'est une très très bonne question. À quoi bon en fait, hein, c'est la question. Oui. Alors, il y a encore une fois plusieurs éléments de réponse. À quoi bon aujourd'hui et à quoi bon demain? À quoi bon aujourd'hui? Je dirais qu'il y a une raison qui me semble majeure, c'est participer à la recherche thérapeutique. Pourquoi? Parce que, comme pour beaucoup de maladies chroniques, et ça se comprend en fait, ça c'est juste une question de bon sens, il vaut mieux la prendre en charge tôt que tard. Hein, il vaut mieux la prendre en charge avant que les dégâts soient installés et s'auto-entretiennent, je dirais, s'auto-alimentent, que tardivement. Et donc, la plupart des essais thérapeutiques menés au jour d'aujourd'hui se font à des phases très précoces de la maladie. Et c'est terrible finalement de voir arriver à nos consultations des patients à qui on ne peut pas proposer ces études qui sont quand même porteuses de beaucoup d'espoir parce qu'ils arrivent un peu trop tardivement. Donc ça, c'est l'aujourd'hui. Je rajouterais que faire un diagnostic chez quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, qui est inquiet, c'est toujours intéressant à quelques moments que ce soit de la maladie. C'est-à-dire, si la personne se plaint de sa mémoire et est inquiète jusqu'à temps de venir consulter un neurologue,
pourquoi attendre que la personne perde ses facultés intellectuelles avant de lui parler du diagnostic? Si on lui dit qu'il y a un fort risque qu'une maladie d'Alzheimer soit en train de s'installer, eh bien ça lui permettra certainement de réfléchir à la suite de son existence, de peut-être anticiper des choses, faire des démarches, faire des voyages, mettre ses affaires en ordre sur le plan notarial, enfin, que sais-je, mais, ou sur son activité professionnelle si on le fait chez quelqu'un de jeune ou dans sa vie familiale. Donc il n'y a pas d'intérêt, je pense, à retarder non plus un diagnostic, même si on n'a pas de traitement extrêmement efficace à proposer au jour d'aujourd'hui en dehors de la recherche. Et puis demain, si un traitement était validé, alors là, évidemment, la question ne se pose plus. Pour compléter, pour rebondir sur la question précédente, vous parliez de transmission génétique pour la sclérose en plaques. Du coup, je rebondis aussi sur les recherches de dépistage. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que là, on parlait d'Alzheimer, mais la sclérose en plaques, depuis 20 ans, vous dites qu'il y a eu beaucoup de résultats et de découvertes. Oui, qu'en est-il en fait? Ce qu'en est-il, c'est qu'on a découvert les polymorphismes génétiques. Donc, ce n'est pas des mutations génétiques, c'est des petits défauts qui ne nous empêchent pas, qu'on a tous. On a découvert 220 polymorphismes qui étaient liés à la susceptibilité d'avoir la sclérose en plaques. On peut pas, c'est pas parce que vous les avez que vous allez la développer, c'est ça. Donc on ne peut pas parler de mutation génétique ou de causalité. C'est juste la fréquence de ces polymorphismes chez les patients est plus importante que chez la population globale. Et encore une fois, c'est le facteur environnemental qui va permettre en fait à la maladie de se développer, c'est-à-dire quelque chose qui va profiter de ces petits défauts. Donc, en l'occurrence, ces polymorphismes qui ont été détectés dans les patients qui ont la sclérose en plaques, c'est des polymorphismes qui sont liés à l'immunité. Donc, forcément, des petits défauts dans la façon dont les cellules immunitaires vont répondre à soit un virus. Donc, il a parlé du virus de l'herpès, mais ça a été aussi évoqué dans la sclérose en plaques, Epstein-Barr, enfin, beaucoup de virus qui font qu'on s'est demandé si ces petits défauts font qu'au lieu, lorsqu'ils vont rencontrer ces virus-là, plus tard, ils vont croire que les virus les protéines des virus qui sont proches des protéines de la myéline, les cellules immunitaires vont se tromper et pas reconnaître que ce ne sont pas des protéines des virus. Mais on peut pas dire avec assurance que cette personne va développer la sclérose en plaques. C'est ça le souci. Il y a présence de ces prédispositions, mais tant qu'on ne sait pas quel est le facteur déclenchant, on ne peut pas en fait faire des prédictions. Est-ce que dans ces cas-là, il serait intéressant de rechercher, alors en utilisant un peu comme cobaye, mais entre les guillemets bien sûr, les enfants de personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Est-ce qu'on peut... Ça a été fait, mais c'est vraiment pas... C'est juste pour vous donner une idée, des jumeaux homozygotes, donc identiques génétiquement, si un a la sclérose en plaques, l'autre a 30% de risque de la développer. Donc c'est pas tant que ça, alors qu'ils ont exactement le même code génétique. Donc c'est là où je vous dis que c'est des petits défauts, mais le facteur environnemental joue un rôle énorme en fait. Donc on peut pas leur dire... L'ICM a un équipement qui permet la TSM que vous avez évoqué tout à l'heure dans le cas d'Alzheimer, qui peut également intervenir pour le Parkinson et pour le tremblement essentiel. Il y a quelques années, j'ai participé à des essais justement pour le tremblement essentiel. Je voulais savoir s'il y a d'autres utilisations et s'il y a eu des progrès dans ce domaine-là. Des applications. Moi, c'était juste un essai qui était fait. Je ne sais pas si c'était par rapport à... Sur la TMS, c'est ça? Oui. Sur la stimulation transcrânienne. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, déjà, les techniques, les applications que je connais, oui, effectivement, il y a eu des cas dans le Parkinson. Je pense que dans la maladie de Parkinson, ce sont plutôt des stimulations invasives, donc sont les plus efficaces. Donc il y a des implants dans le cerveau, donc qui à un moment donné déclenchent une stimulation électrique. Il n'y a plus des symptômes de tremblement en effet. Temporaire.
C'était non invasif. Voilà. Là, on est effectivement dans les cas non invasifs. Disons qu'il y a plutôt des applications pas cliniques, mais sont plutôt des prototypes qu'on est en train de tester. C'est plutôt récente la technique, donc on est en train de la valider. Les effets de la TMS, effectivement, il peut y avoir soit une excitation de l'activité électrique, soit une inhibition. Voilà, à part les applications que vous avez évoquées pour l'instant, voilà, dans les projets attaque, nous envisageons de l'utiliser pour favoriser la plasticité corticale dans la récupération motrice des patients ABC. Voilà, mais à part ça, il y a des études qu'ils ont utilisées, mais des publications récentes dans la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si tu oui. connais. Moi, je connais certaines applications, alors dans les maladies neurologiques, également dans les maladies psychiatriques, hein, dans la dépression, ça peut être utilisé parfois. J'avoue que je connais moins bien ce sujet-là. Et effectivement, dans la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, il peut y avoir des essais, enfin il y a des essais en cours avec des approches de stimulation cérébrale, notamment un mené à l'ICM qui utilise non pas la stimulation magnétique mais la stimulation électrique. En vérité, ça fait très peu de différence dans des maladies qui s'appellent les aphasies sémantiques. Donc c'est un de mes collègues, le Dr Teichmann, qui mène cette étude-là. Et puis, je sais que toujours à l'ICM, l'équipe du professeur Nakache veut utiliser ces approches de stimulation cérébrale électrique, encore une fois, chez des patients dans le coma ou en état de conscience minimale pour essayer de leur faire récupérer, de leur faire sortir le cerveau, si vous voulez, de cet état comateux et le ramener vers un état de conscience plus important. Une dernière question. Ma question, c'est en prolongement de tout ce que vous avez dit sur la variabilité, sur les aspects multifactoriels, etc. Et j'aimerais vous entendre sur la question suivante, c'est est-ce que vous pensez que les techniques de type Big Data, intelligence artificielle, peuvent apporter quelque chose dans votre domaine? Et qu'est-ce qu'il faudrait mobiliser pour qu'elles puissent être utilisées efficacement? Oui, disons, effectivement, dans l'équipe Aramis, dont nous faisons partie, voilà, nous sommes à la base de mathématiciens, des informaticiens, dont la question Big Data, effectivement, se pose parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme masse de données qui est à disposition des chercheurs. Donc, comment on va l'analyser de façon efficace? On parle des millions, des milliards de données, donc sont vraiment difficiles à gérer, parfois même par des ordinateurs puissants. Donc il y a effectivement l'initiative intelligence artificielle, c'est aussi une initiative qui est soutenue par les gouvernements. Donc effectivement, ici dans l'équipe, nous essayons des méthodes pour intégrer toutes ces données qui sont... Disons, la problématique plus importante, c'est que toutes ces données qui sont à disposition viennent des différents hôpitaux, par exemple. Donc, ils ont une hétérogénéité de base très importante. Et la première étape dans ce développement des algorithmes Big Data, c'est de homogénéiser toutes les données qui sont à disposition. J'ai vu qu'on est plutôt dans cette phase-là, en ce moment-là, au niveau mondial, essayer vraiment d'homogénéiser toutes les données. Dans une deuxième phase, on pourra effectivement appliquer tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle va sûrement résoudre toute la problématique. Donc, effectivement, ce sont des techniques qui permettent d'analyser de façon efficace des grandes masses de données. Mais après, il faut voir si effectivement ils sont capables de sortir des signes, de sortir des informations qui sont vraiment utiles pour les patients, pour la prise en charge des patients. C'est un peu ça le défi de tous les informaticiens aujourd'hui. Alors, ça sera la dernière question, c'est qu'on arrive au terme de cette... J'aimerais savoir qu'en est-il de cellules souches? Alors, c'est-à-dire On parle beaucoup des cellules souches, donc D'accord. on peut faire beaucoup de choses avec. Et où en est la progression et qu'en est-il? Alors, ce
ce qu'on essaie de faire, c'est, par exemple, lorsque je parle de réparation endogène, ce sont des cellules souches ou précurseurs qui existent dans le cerveau et dans la moelle épinière. Et ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de leur remettre les signaux corrects qui vont leur permettre de détecter où sont les lésions pour les patients qui ont la sclérose en plaques et de devenir des cellules qui sont correctes. C'est-à-dire que ce qu'on veut aussi, c'est avoir les bons signaux, parce que je ne veux pas avoir des neurones, je veux avoir de la nouvelle myéline, donc ce n'est pas exactement les mêmes cellules. Donc d'un côté, on essaie de stimuler cette réparation endogène, et d'un autre côté, on a une nouvelle équipe, qui est l'équipe de Nathalie Cartier, qui a rejoint l'ICM cette année, qui, elle, fait des transplantations de cellules souches hématopoïétiques dans différents types de leukodystrophie, où là aussi, il y a une perte de la myéline, et qui font des greffes de cellules souches. Mais on s'est rendu compte que ces cellules souches, finalement, au lieu d'avoir un rôle de remplacement uniquement, elles ont aussi un rôle dans la signalisation de la réparation endogène. Donc finalement, on se rend compte que le corps arrive à se réparer lui-même plutôt bien, que les cellules souches sont présentes, qu'elles sont là, mais que la problématique, c'est plutôt qu'elles aient les bons signaux. Les bons signaux au bon endroit, et aussi qu'elles puissent réparer. C'est-à-dire que nous, on peut imaginer de la réparation de la myéline tant que le neurone est encore là et tant qu'il est existant. Donc c'est aussi une fenêtre d'action qu'il faut prendre en compte aussi lorsqu'on parle d'avoir des cellules souches ou pas. Et je sais que Nathalie va aussi démarrer des greffes de cellules souches dans la maladie de Huntington. Donc il y a des greffes de cellules souches, mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était plus pour stimuler aussi la réparation endogène. Alors malheureusement, je crois qu'on arrive au terme de cette matinée, enfin de cette première partie de matinée. Donc écoutez, je voulais vous remercier tous les trois, vous remercier évidemment vous d'être présents et de soutenir l'ICM et leurs travaux. Voilà, merci à vous trois.